Bonjour à tous. Dans ce tuto d'environ 15 minutes, on va parler des assurances. Il s'adresse à vous si vous êtes un professionnel du tourisme, en particulier un hébergeur ou un restaurateur ou un prestataire d'activités de loisirs. Il a été réalisé pour vous permettre de choisir le meilleur contrat ou les meilleurs contrats d'assurance ou pour vous permettre de vérifier que dans vos contrats actuels, il y a bien toutes les clauses et que les principaux risques auxquels vous êtes confrontés sont bien couverts. On va d'abord aborder les différents risques pour votre établissement ou votre activité, comme les catastrophes météorologiques ou les incendies domestiques. Et puis on parlera de la responsabilité civile, la vôtre et celle de vos clients. Et enfin, on parlera des assurances annulation de séjour pour les hébergeurs. Premier point, une assurance est-elle obligatoire légalement? Tout dépend de votre activité. La couverture responsabilité civile, en tout cas, est obligatoire si vous êtes dans le cadre d'une activité réglementée. Par exemple, si vous êtes un prestataire de loisirs qui organise des activités sportives, c'est aussi le cas des ERP, les établissements recevant du public, qui sont réglementés. Par contre, si vous faites de la location saisonnière, une assurance n'est pas obligatoire, mais elle est bien sûr fortement conseillée. À noter aussi que pour obtenir un label ou un classement, la plupart du temps, l'assurance responsabilité civile est obligatoire, est un critère obligatoire. Il s'agit d'une assurance multirisque professionnelle. Elle couvre tout dommage qui peut entraver votre activité, une catastrophe naturelle, un incendie dans votre établissement, etc. Alors, tous les risques ne sont pas couverts. Il n'existe aucun contrat d'ailleurs qui couvre la totalité des risques. Par exemple, le risque de grève des transports aériens ou ferroviaires, le blocage des raffineries qui empêche vos clients de se déplacer s'ils viennent en voiture. Ce type de risque, il est rare que ce soit couvert par une assurance. C'est pareil pour une pandémie, vous l'avez vu avec le Covid. Aucune assurance n'a pris en charge ce sinistre, à l'exception du groupe AXA, qui a versé une indemnité, mais ils étaient les seuls à le faire. Et de toute façon, est-ce qu'il faut chercher à être couvert pour tous les risques? Même si c'est possible, ce ne serait pas forcément la bonne stratégie. Les cotisations atteindraient des coûts très élevés, et le jeu n'en vaut pas la chandelle, car il y aurait trop d'exclusions, des franchises dont les montants décourageraient de déclarer un sinistre, dans la plupart des cas. Donc la bonne stratégie, en fait, consiste à identifier les risques qui ont une probabilité forte et ceux qui mettraient gravement en danger votre activité, voire compromettraient totalement votre activité s'ils se produisaient. Donc pour cela, bien sûr, il faut être couvert. C'est le cas par exemple du risque incendie. A l'inverse, repérer les risques de sinistres dont les conséquences ne sont pas dramatiques. Par exemple, les dommages électriques dus à la foudre sur des petits appareils électriques. Bon, ok, la probabilité est assez forte, mais une fois que vous déduisez la vétusté de l'appareil, la franchise, qu'est-ce qui vous reste comme remboursement? Est-ce que ça vaut vraiment la peine de payer une cotisation plus chère pour que ces petits sinistres soient couverts? Alors parfois, c'est une cotisation qui inclut, c'est un forfait, mais parfois vous pouvez avoir une assurance à la carte et enlever certaines couvertures pour faire des économies. À propos de ces risques majeurs, comme les incendies, il y a des choses que vous devez faire pour que votre assurance soit valide. Il y a des obligations, même si vous n'êtes pas ERP, il y a des choses obligatoires et il faut les faire parce que sinon votre assurance ne fonctionnera pas. Par exemple, le débroussaillage. Donc, si vous habitez à moins de 200 mètres d'une forêt ou d'un espace boisé, vous devez obligatoirement débroussailler dans un rayon de 50 mètres autour des habitations. Pensez aussi à installer des détecteurs de fumée dans chaque chambre ou dans chaque maison, chaque logement, et si possible des détecteurs qui communiquent entre eux, pour que si un incendie se déclare dans une pièce, l'alarme soit donnée dans l'ensemble de l'établissement. Équipez-vous également d'extincteurs et surtout assurez la maintenance. La maintenance des extincteurs doit être faite une fois par an et gardez bien sûr la preuve de cette maintenance. Vous voyez, toutes ces choses-là, si vous ne les faites pas, ce n'est pas la peine d'être assuré parce que l'assurance ne fonctionnera pas. Pensez aussi à la piscine. Alors là, on est plus sur une question de responsabilité civile. Mais c'est pareil, même si vous n'êtes pas ERP, vous devez équiper votre piscine d'un système de sécurité, une barrière, un volet, une alarme. Et si vous ne le faites pas, l'assurance ne fonctionnera pas. Et puis les petits malins qui mettent une alarme et qui enlèvent les piles, ça ne marche pas parce que les experts des assurances n'acceptent pas cette excuse. Est-ce que la perte d'exploitation doit figurer dans le contrat? Alors la perte d'exploitation, c'est le chiffre d'affaires que vous ne pouvez pas réaliser parce que votre établissement est fermé ou n'est pas en capacité d'accueillir vos clients à cause d'une catastrophe naturelle par exemple. Donc au moment de la souscription du contrat, vous devez indiquer le chiffre d'affaires que vous réalisez. Je vous recommande d'ailleurs d'indiquer le chiffre d'affaires réel. De toute façon, en cas de sinistre, l'expert de l'assurance demandera un bilan. Vous pouvez déclarer un chiffre d'affaires inférieur pour payer moins de cotisations si la perte d'exploitation n'est pas un enjeu majeur pour vous et vous n'avez pas besoin d'être couvert complètement. Mais je vous recommande quand même de déclarer la totalité du chiffre d'affaires. Alors attention, dans beaucoup de contrats, il y a des exclusions sur la perte d'exploitation.
C'est souvent les sinistres qui impactent votre établissement et ne sont pas inclus la plupart du temps, par exemple un accident ou un problème de santé qui mettrait le gérant dans l'incapacité de gérer son établissement. Maintenant, on va parler de la responsabilité civile. Alors, occupons-nous d'abord de votre responsabilité vis-à-vis de vos clients. Il est avant tout essentiel de connaître vos limites de responsabilité. Par exemple, si vous êtes un hôtel, les objets personnels de vos clients sont sous votre responsabilité, y compris les véhicules stationnés sur un parking dont vous avez l'usage privé. Alors que si vous faites de la location saisonnière, les objets personnels du locataire ne sont généralement pas sous votre responsabilité. Si vous faites de la restauration, même seulement les petits déjeuners, soyez vigilant sur la responsabilité sanitaire, dans quel cas elle est couverte ou pas. Donc voilà, vérifiez bien tous les domaines où votre responsabilité est engagée, discutez-en avec votre assureur et surtout précisez bien dans vos conditions générales de vente, les CGV, les limites de votre responsabilité. Alors à propos des objets personnels de vos clients, d'ailleurs, pensez aussi à préciser dans quelle mesure sont couverts ou pas les objets de valeur. Même si vous mettez un coffre-fort à disposition de vos clients, votre responsabilité est limitée et ça doit être mentionné dans vos CGV. Alors, votre contrat d'assurance multirisque professionnel, normalement, inclut la responsabilité civile et donc vous couvre pour les principaux risques que vous pourriez causer à vos clients. Mais là, discutez-en aussi avec votre assureur, donnez-lui quelques exemples de risques auxquels vous pensez pouvoir être confronté pour vérifier que vous êtes bien couvert dans tous ces cas de figure. En particulier les dommages corporels ou matériels que pourraient subir vos clients à cause d'un équipement défectueux ou à cause des conséquences d'une catastrophe naturelle, par exemple un coup de vent, la tuile de toit qui tombe sur la tête de votre client. Alors maintenant, qu'en est-il des dommages causés par vos clients? Alors, en général, vos clients ont leur propre assurance, soit ils ont souscrit une assurance villégiature spécifique, soit leur contrat d'assurance habitation inclut la responsabilité civile en cas de voyage, c'est le cas de la plupart des contrats d'assurance habitation, soit ils sont couverts par leur carte bancaire, s'ils ont une carte Visa Premier par exemple, et à condition qu'ils aient payé le séjour avec leur carte. Bref, il est assez rare que vos clients ne soient pas couverts. Pour la location saisonnière, vous pouvez indiquer dans vos conditions générales de vente que votre client atteste être couvert par une responsabilité civile, c'est assez courant. Ça se fait beaucoup moins sur les autres types d'hébergement, mais quoi qu'il en soit, couvert ou pas, vous devez toujours mentionner dans vos CGV que votre client est responsable des dommages causés par lui-même. Une question d'ordre plutôt commercial, est-ce que vous devez facturer à vos clients les dégradations causées par eux-mêmes? Tout dépend de la valeur des objets cassés ou des réparations bien sûr. Mais pour une bonne pratique commerciale, moi je conseille de ne rien facturer si le coût du sinistre ne dépasse pas quelques dizaines d'euros. Et si c'est un coût plus important, je vous conseille d'avoir une discussion ouverte avec votre client. Surtout gardez votre sourire, même si vous devez être ferme, et évitez de le culpabiliser. À signaler, pour les locations via la plateforme Airbnb, qu'il existe une assurance qui s'appelle Airbnb Cover, qui est systématiquement inclue à chaque location, donc proposée gratuitement par Airbnb. Mais attention, elle ne fonctionne pas évidemment si vous louez votre logement en dehors de cette plateforme. Et elle ne suffit pas, car elle ne couvre que certains types de dommages causés par vos clients uniquement, donc elle ne peut pas remplacer une assurance multirisque. Il y a deux particularités importantes qui concernent uniquement les hébergeurs touristiques, donc tous les hébergeurs, hôtels, campings, chambres d'hôtes, et qui sont très importantes. C'est la clause de renonciation à recours et une clause qui s'appelle « pour le compte de qui il appartiendra ». Donc soyez vigilants parce que beaucoup de contrats d'assurance généralistes ne proposent pas ces deux clauses. Alors, la renonciation à recours, elle est utilisée en général pour les sinistres graves, souvent l'incendie et le dégât des eaux, causés par vos clients, bien sûr. Donc, leur responsabilité n'est pas recherchée, c'est votre assurance multirisque professionnelle qui prend en charge. C'est une clause importante parce que les conséquences de ces dégâts peuvent être très importantes et leur probabilité n'est pas négligeable. Dans le cas de ces sinistres, à défaut de cette clause dans votre contrat d'assurance, vérifiez au moins que ces risques sont couverts dans le cas où votre client ne serait pas assuré. Parfois, votre contrat indique que c'est vos conditions générales de vente qui font foi. Donc il faut alors que ce soit bien mentionné dans vos CGV que ces risques sont couverts par votre propre contrat d'assurance pour que la clause de renonciation à recours fonctionne. La deuxième clause, qui s'appelle « pour le compte de qui il appartiendra », veut dire que votre contrat vous couvre pour les dommages causés par vos clients, quels qu'ils soient, donc ce n'est pas nominatif,
sans qu'ils aient été enregistrés au préalable à votre assureur. Alors ça peut paraître évident, un hôtel ou un camping ne va pas déclarer à son assureur chaque client qui vient faire un séjour chez lui. Si vous faites de la location saisonnière, vous êtes considéré comme propriétaire non occupant et votre locataire, quel qu'il soit, ne doit pas non plus être enregistré auprès de votre assureur. Un petit mot sur les spécificités qui concernent les activités de loisirs. Alors, si vous proposez des activités de loisirs, que ce soit votre activité principale ou que ce soit une activité ponctuelle proposée dans le cadre d'un séjour, votre assurance multirisque doit bien inclure dans le détail toutes les activités qui sont commercialisées, même si elles ne sont pas commercialisées d'ailleurs en tant que telles, mais si elles sont proposées gratuitement dans le cadre d'un séjour, chacune de ces activités doit être couverte. Attention à la pratique de certains sports, il y a beaucoup d'exclusions dans les contrats. Je ne vais pas détailler ici toutes les clauses, vous les retrouverez sur le site de la SDJES ou sur le site AssoConnect, dont vous trouverez le lien dans les commentaires de la vidéo, qui a réalisé un comparatif des meilleures assurances pour les activités sportives. Donc à retenir quand même, si vous commercialisez des activités de loisirs, vous êtes bien sûr responsable de tout dommage causé à vos clients si le matériel mis à disposition est en cause ou si l'accompagnement qui a été éventuellement proposé fait défaut. Et petit conseil, dans vos CGV, détaillez bien les activités de manière exhaustive, mais mentionnez aussi que les mineurs doivent être accompagnés d'un adulte. Maintenant, on va aborder la troisième partie de ce tuto qui concerne les assurances annulation de séjour. Alors, première chose à avoir en tête, vous ne pouvez pas vendre vous-même une assurance annulation. C'est réservé aux assureurs. Si vous n'êtes pas un assureur, vous n'avez pas le droit de commercialiser une assurance. Est-ce que vous pouvez proposer à vos clients de souscrire une assurance annulation auprès d'une compagnie d'assurance? Oui. Vous pouvez tout à fait diriger vos clients vers une compagnie d'assurance, comme par exemple Europe Assistance, qui est la plus utilisée en matière d'assurance annulation. Il existe des compagnies d'assurance spécialisées sur la villégiature, comme Assure Travel, Adar du cabinet Albinet, ou Sun Location, qui vont plus loin que les compagnies généralistes et qui offrent à vos clients des garanties étendues, comme par exemple l'annulation toute cause, et pas seulement pour les cas de force majeure, ou la garantie soleil, ça fonctionne si il y a plus de 3 jours de pluie, par exemple, 3 jours de pluie consécutifs et que le client annule, ou le défaut de neige si vous êtes en montagne. Donc voilà, ça ce sont des garanties étendues qu'on ne trouve pas sur les contrats généralistes, mais je vous conseille toutefois de ne pas faire la promotion d'une compagnie d'assurance plutôt qu'une autre, parce que ça pourrait vous engager moralement vis-à-vis de votre client, ce qu'il ne faut pas faire. Je rappelle que certains contrats de carte bancaire, comme la carte Visa Premier, incluent l'assurance annulation si le séjour a été payé avec la carte. Donc pensez à le rappeler à vos clients, ça peut leur éviter des dépenses inutiles. Est-ce que vous pouvez souscrire une assurance annulation à la place de votre client? Normalement non, c'est lui qui doit le faire. Alors vous trouverez quelques assureurs qui acceptent, qui proposent des partenariats professionnels en fait, mais c'est une gestion tellement lourde que je vous le déconseille si vous êtes un petit établissement indépendant. Alors qu'est-ce que vous pouvez faire en tant qu'hébergeur pour vous prémunir des annulations? Vous pourriez être tenté de durcir vos conditions d'annulation dans vos CGV, mais c'est une mauvaise idée. Il ne faut pas que vos conditions soient trop strictes. D'ailleurs, au contraire, toutes les plateformes de réservation recommandent les conditions les plus souples possibles pour optimiser le nombre de ventes de séjours. Donc, si possible, acceptez des annulations sans frais jusqu'à au moins 1 mois avant l'arrivée pour la location saisonnière et jusqu'à 7 jours avant l'arrivée pour les hôtels et les chambres d'hôtes. Donc, la meilleure stratégie, en fait, consiste à proposer une double tarification. Vous pouvez avoir un tarif flexible et un tarif non remboursable. Le tarif flexible doit permettre aux clients d'annuler sans frais jusqu'à 24 heures avant l'arrivée, et ce, quelle que soit la raison, sans même devoir la justifier, contrairement à une assurance. Et la différence de prix entre votre tarif flexible et votre tarif non remboursable doit être de 5 à 10% maximum du prix du séjour. Vous pouvez aussi avoir un troisième tarif, dit tarif intermédiaire ou semi-flexible, ou encore vous pouvez aussi avoir un tarif unique, mais proposé en option, parmi vos extras, une option flexibilité, qui doit elle aussi donc coûter entre 5 et 10% du prix du séjour. Alors n'ayez pas peur d'afficher une double tarification, parce que les clients sont de plus en plus habitués à ce principe, et souvent ils préfèrent payer un tarif flexible un peu plus cher plutôt que de devoir souscrire une assurance. Ils apprécient en tout cas qu'on leur donne cette possibilité. Pour conclure, il est vraiment important de soigner vos CGV, conditions générales de vente, et d'être précis
sur la responsabilité de vos clients et la vôtre, en particulier en matière de responsabilité civile. Pensez aussi que si vous commercialisez un séjour via une plateforme de réservation, les CGV de cette plateforme primeront sur les vôtres, mais vous pouvez toujours envoyer vos propres CGV en complément. D'ailleurs, un prochain tuto sera dédié aux conditions générales de vente pour les réservations de séjour. N'hésitez pas à commenter cette vidéo et à partager vos expériences. À bientôt.